cette conférence BIMworld qui est organisée par Building Smart France. Building Smart France est une association qui travaille sur la partie Open BIM et qui a pour but de finalement d'accompagner l'ensemble de la filière sur la montée en compétences et pratiques de numérisation. Et notamment, il y a un volet qui est important, qui est la partie donneur d'ordre. Parce que on sait très bien que les donneurs d'ordre sont ceux qui vont être à l'amont et à l'aval de ces demandes de BIM, de jumeaux numériques, d'un ensemble d'éléments. Et donc, dans le cadre de l'association, il y a des actions qui sont menées et je vous engage à aller voir en E85, F89, E88, F89, les différents groupes d'actions menées. Et autour de la maîtrise d'ouvrage, il y a des groupes de travail qui sont en train de se mettre en place autour du BIM-GEM. BIM, gestion, exploitation, maintenance. Et c'est bien le sujet aujourd'hui. Finalement, maître d'ouvrage et gestionnaire d'actifs vers un BIM utile exploitable, on pourrait dire les 3 U, utilisable, utile, et puis cette notion finalement de socle de données, et de voir un peu comment on peut réussir le BIM en gestion, exploitation, maintenance, par où commencer. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui est présent sur le salon, c'est de voir finalement comment on fait. Et ceux qui sont à l'initiative de cela, c'est les donneurs d'ordre. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 intervenants qui sont... je ne passe pas. Parce que là, ça passe, non. Voilà. Qui vont venir partager leur expérience, leur démarche numérique, peut-être pour vous donner des idées, des clés pour pouvoir avancer. Alors, soit vous êtes effectivement maîtrise d'ouvrage, mais vous pouvez être aussi intervenant, et c'est ça aussi qu'on va regarder aujourd'hui, parce qu'il y a aussi cette commande du marché, finalement, comment les collectivités, comment une université, comment un département va effectivement mettre en œuvre cette démarche numérique et finalement quelles vont être les demandes. Donc, je vais vous laisser vous présenter, messieurs, et puis on va échanger sur ce sujet de gestion des actifs avec le numérique. Bonjour à tous, Rémi Montorio, je suis chef d'équipe expertise 3D et BIM à la métropole européenne de Lille. Du coup, j'interviens sur de la maîtrise d'ouvrage, de patrimoine de type bâtimentaire public et également infrastructure de transport. Bonjour à toutes et à tous. Donc François Comon, directeur patrimoine et logistique à l'université de Caen Normandie. Nous sommes exploitants mainteneurs de notre patrimoine de 300 000 m², 95 bâtiments, mais aussi maîtres d'ouvrage de nos opérations de reconstruction, construction ou réhabilitation. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Sarah, référent en BIM au sein du pôle patrimoine habitat du conseil départemental de l'Hérault. On gère 700 000 m² bâtis, presque 400 bâtiments différents, 80 collèges bien sûr. On est en démarche de niveau 2 sur quasiment toutes les opérations neuves de post-réhabilitation. Vu la modélisation que nous construisons sur le patrimoine déjà existant construit avant la démarche. Et comme le sujet du jour, on essaye, en tout cas on a enclenché le dernier cran du BIM-GEM. Alors justement, c'est quoi le BIM? Est-ce que vous faites réellement du BIM? Est-ce que vous diriez que vous faites du BIM, Rémi? Alors, je dirais qu'on fait du BIM, mais on ne fait pas que du BIM, justement. on fait du BIM dans le sens où on va utiliser, on va dire, un peu le B.A.-BA voilà, en termes de format, de cahier des charges, d'établissement de protocoles de convention, mais on est surtout sur l'échange de la donnée, sur de la pratique, sur du montage de marché. Je pense qu'on parlera un peu plus tard des questions de marché. Donc on est beaucoup sur ces thématiques qui, au-delà de l'aspect parfois un peu techno qui peut être perçu des éléments de BIM, vont faire en sorte qu'on va finalement aller sur le terrain, aller sur le site, aller parler au bureau d'études qui travaille avec nous pour capter cette information et construire ensemble la connaissance de ce patrimoine. François, est-ce que vous faites du BIM?
Alors depuis 10 ans, nous avons restructuré notre management au niveau patrimonial, que ce soit en gestionnaire d'actifs ou en exploitation maintenance, c'est-à-dire qu'on a mis en place dans notre serveur une centralisation des données sur un mode collaboratif avec une modélisation de modèles numériques de certains de nos bâtiments, puisqu'on rentre nos bâtiments petit à petit dans cette démarche. Je pense que par rapport à tous ces éléments, nous pouvons dire que nous faisons du BIM. Alors, Philippe, du BIM ou est-ce qu'on donne un autre nom? Parce que oui. Le BIM, le gros mot, le mot de tous les mots. C'est ça, c'est le mot qui fait peur. Non, enfin, comme les collègues, bien sûr, on fait du BIM, mais on fait surtout une démarche BIM. Et on essaie surtout de motiver, d'inclure le tissu local. Pardon, le tissu local des architectes et des entreprises, petites ou moyennes, ou dans cette démarche BIM. Oui. Le but est dans la gestion et l'exploitation de la donnée ensuite. Mais oui, c'est une démarche avant tout. BIM, oui, on essaye. Et comme disait Rémi, on en parlera après, on adapte nos marchés en conséquence. Ah ben on va en parler tout de suite, en fait. C'est exactement la suite. Et oui. Philippe, vous pouvez garder le micro, mais on sent bien qu'aujourd'hui, dans le marché, il y a eu un... Alors, le BIM, ça a à peu près 10 ans. Alors, ça bien plus que 10 ans dans la techno. On va dire que 2014-2015, c'est là où il y a eu cette montée en puissance du BIM en France, avec la transposition de la directive européenne, effectivement dans le code des marchés publics, dans la commande publique, mais qui n'était pas sous une forme d'imposition, mais d'incitation. Et donc, on a eu ce premier engouement avec cette montée en puissance, avec énormément d'acteurs qui ont misé, qui ont engagé, qui se sont engagés. Et aujourd'hui, on est peut-être dans une phase un peu plus déceptive, et on sait aujourd'hui qu'il y a quand même cette importance de la catalyseur de la commande publique, de la maîtrise d'ouvrage. Et donc finalement, vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, quel type de marché vous passez? Comment vous, finalement, vous pouvez être accélérateur de la filière ou catalyseur de la filière? Ou est-ce que déjà c'est quelque chose que vous avez intégré comme rôle? Et si oui, comment? Oui, enfin, pour le coup, le maître d'ouvrage est porteur de projet. Donc on doit inciter, enfin en tout cas aider ceux qui ne sont pas dans l'acculturation du BIM à y rentrer. Donc on va pas faire, on va donner de chiffres particuliers, mais bon, pour des petites opérations de quelques millions d'euros, on adapte un peu notre cahier d'exigence. Bon, bien sûr, on a besoin d'informations, c'est l'information qu'on va gérer ensuite, mais il faut savoir s'adapter au marché, donc enfin au marché, connaissance des intervenants. Plus l'opération est importante, comme des collèges, comme des marchés globaux de performance énergétique, plus on peut être exigeant au rendu, donc exigeant au format d'année. Donc oui, il faut continuer en tant que maître d'ouvrage, et on essaye au département d'inclure des démarches BIM, peu importe le niveau, dans la construction et la conservation. Oui, il faut aussi savoir doser son effort ou ses demandes. Et les premières, on en parlera tout à l'heure effectivement, mais les premières phases de discussion, ou en tout cas de mise au point avec les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, sont les phases les plus importantes afin effectivement de mettre à l'aise, entre guillemets, ou en tout cas c'est un dialogue. Voilà. Le BIM c'est l'échange aussi d'un dialogue avec les intervenants privés, donc il faut échanger, il faut dialoguer, il faut se mettre d'accord sur un point de départ. Oui, clairement, je te rejoins totalement sur cet aspect dialogue. Et on a toujours finalement, et je pense que c'est la même chose dans l'Hérault, à la MEN on arrive, on a une charte BIM qui est un peu notre invariant finalement, qui est un peu notre minimum syndical à mettre en place, et les règles entre guillemets du jeu. Et sur la base de ces règles du jeu, on ne joue pas toujours la même partie finalement. Il va y avoir typiquement une piscine olympique développée sur le territoire. Alors là, oui, on va pousser assez loin finalement les demandes en termes de modélisation des différents corps d'État, en termes de finesse, en termes d'enjeux à terme pour l'exploitation, en termes peut-être de simulation aussi de certains effets. Donc voilà, on va pousser le curseur assez haut. Et à l'inverse, on va avoir aussi, il faut savoir baisser le curseur sur d'autres opérations, typiquement un parking en structure, la réhabilitation d'un ancien stade. Peut-être que c'est un peu moins de paillettes que la nouvelle piscine, mais c'est tout aussi intéressant en termes d'exploitation, et nous on a besoin de cette information pour l'exploiter. Donc on est
c'est vraiment un dialogue qu'on a avec mon équipe, avec les différentes parties prenantes des projets, pour ajuster les usages aux besoins, ajuster le niveau finalement des attendus en termes de panoplie parfois des disciplines métiers, et ensuite d'avoir finalement quelque chose d'assez progressif pour, in fine, en tout cas, avoir l'information et nourrir l'aide à la décision autour du projet. François, sur cette partie-là, on a parlé aussi d'allotissement. Est-ce qu'il y a, François, aussi une manière de voir sur l'allotissement des marchés, et aussi de se dire aussi comment TPE versus grande entreprise aussi? Oui, tout à fait. En complément de ce qui vient être dit, effectivement, le donneur d'ordre, il a une grande responsabilité sur la réussite de tout le processus BIM, puisque tout part de la charte, comme Rémi vient de dire, ainsi que Philippe. Et il faut savoir être pragmatique dans cette charte, c'est-à-dire avoir des objectifs qui répondent à notre besoin d'exploitation maintenance, puisqu'on va y venir sur le thème d'aujourd'hui. Mais c'est aussi des objectifs qui doivent être au regard du territoire et des capacités économiques, du tissu économique, que ce soit tant sur les architectes, maîtres d'œuvre si on est en loi MOP, ou sur les gros majeurs si on est plutôt en conception-réalisation. Et il faut vraiment regarder effectivement la métaphore sur la piscine olympique ou la petite opération est réellement, et nous aussi on adapte nos objectifs BIM en fonction du dimensionnement et du véhicule juridique qu'on va prendre pour le marché, pour que ça colle aussi à une réussite, à savoir qu'il est bien de commander quelque chose, mais il faut s'assurer avant qu'en face on a des gens qui sont capables de nous le donner, parce que sinon ça risque d'être un échec, et c'est un échec qui pour le coup va aussi être collectif. Donc on a vraiment entre nos mains, il faut que tous les donneurs d'ordre, qu'ils soient privés ou publics, prennent bien en compte le dimensionnement de l'opération, le tissu économique qui va répondre à l'opération, et le bon véhicule juridique qui permet de dimensionner aussi ce management collaboratif. Et sur cette notion je sais qu'à un moment on avait échangé sur la notion de TPE, grandes entreprises, comment citer, parce qu'on a l'impression, ça peut donner l'impression par le tissu local, mais comment on emmène finalement les TPE? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'elles ne se l'interdisent pas en disant de toute façon c'est pas pour moi, et comment finalement vous les emmenez en fait avec vous? Et je sais qu'on avait échangé sur cette notion de BIM management en disant on va avoir un très gros projet, mais en fait ça va dépendre de ce qu'on demande et de ce dont on a réellement besoin. Je pense que clairement le premier enjeu, c'est déjà un enjeu de lisibilité de la stratégie à l'échelle locale, à défaut d'avoir une grande stratégie nationale qu'emporte tout le monde, au moins à l'échelle locale finalement, avoir cette vision de dire voilà, on fait du BIM utile, pragmatique d'une certaine manière sur le territoire, et d'opération en opération aujourd'hui, clairement sur le territoire lillois, et toutes les maîtrises d'œuvre, architectes qui travaillent avec nous ont compris que ça sera un prérequis, ça sera de faire une maquette. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui, de fait, au sein des différents marchés qu'on peut passer, on a des marchés très allotis, qui vont à plus d'une vingtaine de lots parfois, avec des constructions atypiques, typiquement du bois paille. Même sur ces marchés-là, on arrive à emmener finalement, alors il y a un travail de pédagogie, un travail d'accompagnement, on s'investit dans le processus, on n'est pas simplement commanditaire, on est partie prenante et acteur pour emmener ces acteurs finalement, pour répondre finalement à notre objectif, parce que notre objectif c'est que le projet se fasse, répondre à nos besoins, répondre aux besoins du territoire. Donc on les emmène et on les accompagne d'une certaine manière dans cette montée en capacité, montée en compétences, à travers aussi la façon dont sont rédigés nos marchés, en prévoyant du coup ces éléments dès l'offre pour une certaine transparence, encore une fois, sur ce qui sera attendu d'eux sur le marché. Oui, je voulais juste ajouter sur ce que dit Rémi. Nous, à l'Université de Caen-Normandie, on a réussi à emmener justement des TPE locales. Tout simplement, c'est où positionner le management BIM des entreprises qui rentrent dans nos marchés. Il est possible de positionner le management BIM sur la maîtrise d'œuvre ou sur la maîtrise d'ouvrage, et de proposer à des entreprises, soit à l'intérieur du marché, qu'elles sous-traitent le management BIM qui est dû au lot. Il y a aussi des lots où on ne demande pas de management BIM. Précisément par exemple sur des lots peinture, aujourd'hui on a des entreprises locales qui sont de très bonnes entreprises, et nous on n'a aucun intérêt d'avoir de données de modélisation et de données informatiques
Dans nos maquettes d'exploitation maintenance, par exemple sur la peinture, c'est vraiment un exemple qui me vient aujourd'hui, et donc ça permet à les entreprises de souffler en disant ouf, je rentre dans une opération management BIM, moi on ne me demande pas pour mon lot, pour autant ça leur donne aussi l'opportunité, au moment où il y a des réunions de chantier et revues, de s'imprégner aussi de cette sémantique et pourquoi pas d'évoluer, de les aider à évoluer, à ce que dans quelques années ils puissent s'imprégner, s'ils en ont l'appétence, à rentrer dans le management BIM. Philippe, effectivement, sur les rôles, je pense que vous avez aussi une démarche. Oui, tout à fait, tout à fait. Et François a raison. En gros, tous les lots de second œuvre, on ne va pas leur demander de faire une maquette numérique. Premièrement, ce sont souvent des artisans pour des petites opérations. Voilà, c'est dénué de sens. Donc, on leur indique, on peut leur indiquer où mettre effectivement dans les cahiers des charges une sous-traitance de modélisation. Ça leur permet en tout cas de savoir ce qu'est le BIM. On leur commande, bien sûr, on leur demande des retours d'informations qui sont incluses dans la maquette d'archives. Il y a effectivement, à force, le tissu local va être au courant que le département, dans une opération BIM, demandera ou en tout cas aidera, assistera s'il faut, par des conseils, les petites entreprises ou les artisans. Mais ce n'est pas impossible, il suffit simplement de le prévoir et d'en discuter avec le maître d'œuvre dès le départ de l'opération. Enfin, une opération à 1 ou 2 millions, 5 millions, 15 millions, tout de suite, vous savez très bien, à la phase des CE ou pro, vous savez très bien, enfin pro des CE, vous savez très bien vers quoi vous allez vous diriger dans l'allotissement, ou presque, vous savez ce que vous allez avoir en face comme entreprise, petite ou grosse ou artisan, donc vous savez déjà, et comme tout le monde veut que ça réussisse, vous savez déjà sur quoi vous allez vous diriger. Donc en fait, au bout d'un moment, tout le monde est au courant et le tissu local vient en confiance et n'a pas peur de ce mot BIM qui fait encore peur. Alors, on parle de l'extérieur, mais il y a la problématique aussi interne, parce que faire du BIM, ça veut dire que déjà vous en interne, vous avez des équipes, vous avez une organisation. Comment ça se passe? Que voilà, c'est une collaboration, donc il y a cette demande à l'extérieur, mais finalement aussi être catalyseur, c'est être catalyseur aussi en interne. Oui, tout à fait. Clairement, il y a un gros travail à faire avec les chefs de projet, du patrimoine en premier lieu, pour comprendre finalement un peu tous les tenants aboutissants de la démarche. Donc nous, ça fait déjà une paire d'années, on a monté une école du BIM en interne à la MEL, donc typiquement apprendre les fondamentaux du BIM, comprendre les enjeux de chefferie de projet qui s'adosse au BIM, pouvoir comprendre les enjeux des cahiers des charges BIM, pouvoir maîtriser en fait déjà ces éléments qu'on va inclure dans la commande. C'est un élément qui est vraiment important pour ensuite finalement que le chef de projet s'en empare tout au long finalement du process. Donc on a vraiment cette formation déjà un peu initiale de nos chefs de projet, voilà, qui est relativement lourde quand même à mettre en place, mais après avec un accompagnement déjà en interne, avec une petite équipe, et aussi en externe, on a un accord cadre d'AMO BIM qui est aussi là en soutien. Donc l'idée d'un accord cadre, c'est que c'est un marché sur 4 ans, on vient passer des missions au fur et à mesure de l'avancée finalement de nos projets. Mais c'est permet finalement de nourrir aussi un contrat de confiance avec des ingénieristes, des bureaux d'études et des AMO qui vont être là finalement pour nous conseiller, qui vont comprendre aussi le référentiel d'exploitation, le référentiel patrimonial, et qui ne sont pas là que pour faire du copier-coller de cahier des charges BIM, mais vraiment pour l'adapter et faire justement cet accompagnement et cette montée en compétences du quotidien. Comment vous êtes structuré à la métropole de BIM? Alors on a vraiment donc trois leviers. C'est chargé on va dire c'est responsables métiers, donc c'est référents BIM, ou responsables de projet dans les différents métiers qu'on accompagne sur la montée en compétences. On va avoir une cellule, donc on est 4 personnes vraiment d'expertise BIM, donc j'en suis le responsable, là, plutôt pour monter finalement et accompagner sur les plus gros projets, donc notamment citer un projet de piscine à Fives dans le sud de l'île par exemple. Et ensuite on a cet accord cadre. Donc c'est vraiment ces différentes facettes qui nous permettent d'avoir un accompagnement complet et qui permet de répondre vraiment aux différents cas de figure, que ça soit
Voilà, on a déjà pu traiter des bassins d'orage qui ne sont pas des objets les plus sexy qui soient en BIM, mais pourtant qui intéressent nos collègues de l'assainissement. Et à l'opposé, on a des piscines, l'ancien siège de la Redoute, des bâtiments emblématiques du territoire qui sont construits en BIM. Et de votre côté, alors, quelle adaptation interne et est-ce qu'il y a une adaptation interne? Et en tout cas, comment faire un DEL en interne? Comment vous organisez-vous? Une adaptation, c'est certain, oui. Et ben, tout d'abord, il y a une éducation à la démarche BIM au sein des différents intervenants de notre direction. Comme Rémi, on a un pool d'architectes chargés d'opération construction et deux autres pools qui fait l'exploitation d'entretien des bâtiments. Et effectivement, ça a été des sessions en webinaire en interne pour leur expliquer quelle est la démarche BIM, qu'est-ce qu'on attendait de ça, qu'est-ce qu'était le BIM, bien sûr, qu'est-ce qu'on attendait, quel est l'apport. Donc il y a effectivement une information à faire avant de lancer la démarche sur les projets. Ensuite, comme tout BIM manager interne ou référent BIM, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller à chaque projet leur dire et discuter, voilà, tu fais quoi, quel est ton projet, est-ce que la hauteur, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça vaut le coup, d'accord, bon, alors je vais adapter le cahier des charges. Bon, il y a tout ça, on fait au coup par coup, comme les marchés, de toute façon, la négociation, ou en tout cas le dialogue sur le terme, avec les différents intervenants. Là, pour le conseil, pour le patrimoine et habitat, je suis, entre guillemets, le seul référent en la matière. On se fait assister comme Rémi d'une AMO extérieure, d'un bureau d'études qui vient en aide. Ce que j'ai cherché à l'époque quand j'ai monté ce marché, c'est un petit peu comme ça d'exemple, mais j'ai cherché surtout quelqu'un, une AMO qui puisse nous apporter beaucoup de retours d'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui avait de l'expérience sur des collèges ou avoir travaillé avec des entreprises générales pour permettre à notre cahier des charges de s'adapter et aux discussions, puisque c'est une AMO qui vient avec nous au cours d'opération, discuter et faire évoluer l'opération en tout cas la plus intelligemment possible. Et voilà, discussion en externe et surtout discussion en interne, et c'est comme ça que ça fonctionne. Collaboration externe et interne. François, sur cette notion effectivement il est essentiel en tant que maître d'ouvrage public, d'autant plus, de ne pas dépenser l'argent en n'importe comment et de maîtriser cette notion du BIM pour avoir le même niveau d'information que les prestataires ou partenaires qui vont travailler avec nous. Nous, en 2015, on a commencé par 2 ans par un audit pour savoir si on était en capacité, comment était structuré le service avec 80 000 personnes dans le service patrimoine logistique, d'avoir comment on peut rentrer dans une démarche BIM. Cet audit a donné un résultat d'un travail sur une quinzaine d'années avec des phases récurrentes, comme des phases de formation qui devaient venir de temps en temps. Tout simplement, on a du turnover chez les collaborateurs. Et puis, pendant 2 ans, on a fait du BIM sans rentrer avec des prestataires extérieurs, c'est-à-dire maître d'œuvre, opération. C'est-à-dire qu'on s'est structuré en interne. On a identifié les process, la manière de restructurer nos informations, notre serveur, d'investir dans le matériel informatique, de recruter les personnes sur les fiches de poste qui correspondaient aux besoins. Et pendant 2 ans, on a mis en place, je dis toujours c'est l'entraînement avant les Jeux Olympiques, on a fait du BIM sans faire de BIM, sans maquette numérique, simplement on s'est structuré selon la méthodologie, les process qu'il fallait mettre en place. Alors mon équipe au bout de 2 ans m'a dit vous êtes bien gentil avec votre BIM, mais ça commence à nous fatiguer parce qu'on n'en fait pas. Et effectivement, on avait certaines opérations, notamment dans le CPER, avec des financements qui sont arrivés, où on avait donc une connaissance de nos chartes, de nos process, et on a commencé à faire du BIM à la 3e année par 2 opérations cadres. Ensuite, on en est aujourd'hui à la 7e. Mais voilà, on est parti d'une manière méthodologique. Par contre, le BIM est bien incrémenté dans le service, dans la manière de faire. Aujourd'hui, par rapport au BIM GEM qui a été mis en place il y a 2 ans, c'est de continuer à faire ruisseler le management collaboratif sous couvert du mot BIM, mais surtout ce management coopératif opérationnel qui nous sert à l'exploitation maintenance vers l'ensemble du service pour que ce soit vraiment, par exemple, nous on fait des formations BIM pour les responsables et nos assistantes financières, administratives, qui, on pourrait penser, n'ont rien à voir dans les opérations BIM, sauf que quand elles voient passer un cahier des charges de marché public, une facture d'un AME ou autre chose, qu'elles aient cette connotation et qu'elles sachent à quoi ça correspond
quel est l'acteur dans l'opération, à quoi il correspond. Donc le BIM, il a plusieurs niveaux de formation, plusieurs niveaux d'intégration dans le service, mais l'idée c'est que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que le management BIM dans le service. Vraiment une collaboration étendue, une connaissance étendue. Tout à fait. Vous parliez justement d'usage, on parle de gestion, exploitation, maintenance. L'idée effectivement était aussi de vous demander à tous les trois par où commencer. Quels sont les usages possibles, le plus petit usage peut-être, mais donner effectivement cette envie ou cette piste à développer. François Caumont va commencer par vous, effectivement, sur l'université de Caen. Par où commencer pour un gestionnaire d'actifs? Comment est-ce qu'on y va et quels sont les types d'usages? Alors, il faut vraiment, sur ce pragmatisme, je crois que c'est Rémi qui a utilisé le mot tout à l'heure de pragmatisme, les usages, il faut qu'ils soient à dimension humaine, pragmatique, utile. Ça ne sert à rien de faire du BIM compliqué pour avoir des objectifs qui vont amener des cas d'usage qui, en vérité, ne vont répondre à aucun besoin. Un des usages que l'on fait, nous, par exemple, en phase APS, quand on est sur une opération loin MOP, un des usages du BIM au travers de la maquette, c'est la vérification des surfaces du projet par rapport aux surfaces du programme. C'est quelque chose qu'on sait faire aussi sur papier, mais qu'aujourd'hui la modélisation nous permet de faire d'une manière beaucoup plus rapide, structurée, et de voir tout de suite où est-ce qu'on a des différences, puisqu'il y a des différences qui peuvent être acceptables, notamment en réhabilitation, sur des différences par rapport à la trame du bâtiment qui impose à l'architecte malheureusement de ne pas respecter au mètre carré près les surfaces du programme. C'est ce type d'usage qui est très simple, très utile. Et puis après, en fonction de comment se déroule l'opération, on peut avoir d'autres types d'usages, mais il faut toujours se poser la question, et ça dépend si on a une piscine olympique effectivement ou un autre bâtiment, c'est de se dire, est-ce que l'objectif qui va amener à l'utilisation d'un cas d'usage, est-ce qu'il répond à un réel besoin qui sert à faire avancer l'opération de manière beaucoup plus précise que du sans BIM, et qui répond aussi à un besoin d'exploitation. Donc c'est vraiment, nos cahiers des charges, ils sont adaptés en fonction de chaque opération. On n'a pas les mêmes cas d'usage, objectifs sur les opérations, puisque ça répond à un bâtiment, à un projet, à un dimensionnement et à des usages, des objectifs bien spécifiques. Oui. Donc le BIM, en conseil qu'on peut donner à l'ensemble des maîtres d'ouvrage privés au public, c'est qu'il faut qu'il soit maîtrisé, et derrière du BIM, il y a de toute façon de l'humain, je l'ai dit tout à l'heure, et le BIM, il valorise aussi les carrières de nos collaborateurs, c'est-à-dire de les former. Ça, j'insiste beaucoup sur les formations, j'ai beaucoup retenu cette très bonne idée, Rémi, cette formation interne, de mettre en interne. Il faut que les équipes soient valorisées au travers du BIM, parce que on répond à un besoin aujourd'hui. On voit que beaucoup d'entreprises nous proposent du BIM même avant même qu'on les demandait, et elles le maîtrisent, ce qui n'était pas encore le cas il y a 5 ou 6 ans. Donc aujourd'hui, on doit nous être en maîtrise par rapport à ça, toujours en une taille humaine et dans un environnement qui soit cohérent, un environnement numérique qui soit cohérent. Il faut ramener à l'humain, une fois de plus. Le meilleur moyen de rater un management BIM sur une opération, c'est que le BIM soit compliqué, qu'il soit démesuré par rapport aux ressources humaines qu'on est capable de mettre en place pour manager cette opération, et qui réponde à des objectifs qui ne vous servira à rien derrière dans le management, puisqu'on est gestionnaire d'actifs derrière une fois qu'on a fini une opération. Donc restons à taille humaine avec du pragmatisme. Merci beaucoup. Ensuite, effectivement, Philippe, sur la partie du conseil départemental de l'Hérault, finalement, comment mettre en place une démarche et pour quels usages? Alors, comme disait François, effectivement, ça s'adapte au projet. Je reviens un peu sur les cas d'usage que disait François. Effectivement, rapidement, on a vu l'intérêt dès les phases études de vérifier la prise en compte du programme et des caractéristiques techniques du programme. Typiquement dans un collège, vous savez bien, il y a des surfaces à savoir qu'en faire, il y a des caractéristiques, des fiches techniques par locaux, et en fin de compte, le fait de les intégrer dans cette démarche BIM, c'est pouvoir les vérifier, les extraire, et tout de suite agir rapidement sur les récapitulatifs de surface ou les caractéristiques techniques. Donc effectivement, un cas d'usage important, c'est de pouvoir suivre durant toute la phase d'étude ce programme. Il y a aussi, et ça vous le savez tous, on l'a maintes fois redit, à la maquette numérique, dans un
c'est un rendu qui peut être visionné par le jury et en termes de volumétrie, parce que bon, on a tous un rendu classique sur les fameuses A0, et ben sur la communication ça parle bien, ça parle même très bien, ça peut parler pour des bâtiments administratifs aux futurs utilisateurs pour voir effectivement comment se goupille l'ensemble. Donc la communication, le suivi effectivement des informations du programme. Pour moi, il y a une phase très importante, effectivement, c'est la fameuse synthèse qui se fait entre les entreprises et la maquette numérique, grâce à la maquette numérique. C'est vraiment pour moi le point, la bascule. Et ensuite, elle vit sa vie jusqu'au DO. Donc les cas d'usage, les trois plus importants, ça serait ça. Voilà. Pardon? Oui. Donc, la première slide, effectivement, c'était un peu comment on avait démarré cette démarche au sein du patrimoine. Et effectivement, la deuxième, c'est notre démarche de BIMGEM. Une fois, effectivement, vous avez cette maquette numérique DOE, mais Rémi en parlera parce qu'on a le même, et puis François est d'accord, mais on a le même, pas problématique, mais la même démarche, surtout avec une maquette DOE qui est extrêmement renseignée, extrêmement modélisée, et il faut la passer en exploitation. Oui, et je vous avertis tout de suite, il faudra ressortir un petit billet pour la remodéliser, peut-être en interne, peut-être en externe, mais pour la BIMGEM en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de géométrie qui n'est pas utile. On peut simplifier franchement la géométrie et garder que l'information qui nous intéresse. BP7DOE, ça parlera pour vous, mais effectivement il y a un petit travail à faire pour la passer en BIMGEM. Ensuite, libre à tout le monde de monter en expérience ou de faire des projets d'expérience sur des hyperviseurs BIM. Il en existe. Au département de l'Hérault, on a, grâce à la subvention du plan BIM, mis en place un projet expérimental sur un bâtiment, sur 6 mois, avec un hyperviseur BIM, une société, donc bien sûr, je ne dirai pas le nom, mais il se trouve que ça nous a permis de nous remettre en cause concernant nos installations de GTB, donc de créer un livre blanc de la GTB. Oui, même en 2025, on en est encore là, mais je pense que tout le monde en est à peu près là. C'est-à-dire qu'on se découvre des problématiques internes. Nos exploitants qui font l'exploitation de bâtiments aussi, ça nous a permis de voir leur GMAO, comment il l'a renseigné. Donc le BIMGEM qui décilote, vous connaissez tous le point de silotage, et l'hyperviseur BIM. Voilà, ça c'est le but, on y est, on a lancé les fusées, on espère effectivement d'ici 3-4 ans agrandir ça, en tout cas passer du projet expérimental au cas pratique sur les bâtiments. Mais voilà, n'oubliez pas, il y a 3-4 zones, mais il faudra quand même repasser sur une maquette GEM. Ça, on sera obligé, bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, on y est tous passés. Il y a un point, en tout cas, qui reste à travailler. On entend sur cette notion entre construction existante, maquette de base et maquette DOE et maquette GEM. Rémi, sur la partie Lille, effectivement, BIM égale. Alors, ouais, souvent, de moins en moins, finalement, j'utilise le mot BIM et finalement, je fais comprendre aux différentes parties prenantes de nos projets de construction, d'exploitation, qu'on va leur parler de données, finalement, et de stratégie data. Finalement, c'est ni plus ni moins que ça. Sachant que la particularité, c'est qu'on travaille vraiment avec des profils métiers très différents. De notre côté, on va travailler avec les gestionnaires du métro, on va travailler aussi avec nos collègues bailleurs sur des projets de résidentialisation et d'aménagement, et aussi du coup sur des opérations, on va dire, plus bâtimentaires. Mais finalement, le vrai leitmotiv et le vrai enjeu derrière toutes ces opérations, c'est d'aller chercher les données. Chercher les données déjà pour aider à la décision, donc faciliter et permettre l'appropriation et aider la décision. Donc c'est vraiment déjà la clé. Ça rejoint les éléments de communication. Finalement, déjà la 3D, c'est important de le dire, mais c'est déjà une étape importante pour s'emparer de ces projets. Et ensuite, nous, une vraie dimension qu'on essaie de développer sur le territoire lillois, c'est vraiment cette question de coordination aussi à l'échelle du territoire.
Du coup, de ne pas simplement avoir une maquette positionnée dans l'espace ou devant Notre-Dame sur l'île de la Cité, mais d'avoir quelque chose qui est ancré dans le territoire lillois, qui parle avec les avoisinants, qui est intégré dans un projet, dans un programme. Et finalement, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la concertation et sur le plan technique, pour tous les raccordements aux réseaux, aux infrastructures, etc. etc. Dernier élément qui est pour moi très important sur ce volet data et pour moi qui est un vecteur très important et qui est parfois pas assez utilisé justement pour mettre en valeur l'importance de la donnée qui est dans les maquettes et pas que de la 3D qui est dans les maquettes, c'est cette question finalement des indicateurs. Et comment finalement à partir d'une maquette on arrive à avoir un tableau de bord finalement de notre opération. Alors nous on choisit nos combats, on ne va pas aller chercher toutes les données, mais ne serait-ce que savoir combien d'espace, quelle est la répartition des espaces, quels sont les éléments sur lesquels on a utilisé des matériaux bas carbone ou issus de réemploi, et identifier des problématiques d'accessibilité, et finalement thématique par thématique, comme ça adresser les vrais sujets, les vrais enjeux des projets. Où typiquement sur une station de métro je ne vais pas avoir trop de thématiques sur le bas carbone, ça va être beaucoup du béton et du béton, mais quand on va être sur typiquement une piscine ou actuellement on est sur un bâtiment bois paille, là clairement on va vouloir aussi mettre en valeur cette thématique et la suivre et valoriser encore une fois ceux qui font le projet, parce que finalement ils font déjà de la qualité, mais aujourd'hui on a du mal à mesurer ce qu'ils font vraiment. Donc c'est vraiment ça la clé d'entrée et comme je disais, ça transparaît dans les exemples que je donnais. L'idée vraiment c'est d'aller sur ce BIM-utile, d'aller sur ces quick wins, d'aller chercher ces usages ciblés, montrer aux gens que finalement on peut finalement faire un BIM intelligent d'une certaine manière et qui leur parle dans leur pratique quotidienne. Parfois vraiment juste en allant chercher des éléments d'enveloppe, parfois en allant chercher des éléments de modélisation qui sont beaucoup plus poussés, mais en tout cas qui répondent à leurs besoins quotidiens. Typiquement, nous dans la numérisation de l'existant, la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est des thématiques d'entretien des vitres de notre patrimoine et tout simplement de savoir le nombre de mètres carrés de surface vitrée sur notre patrimoine. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment l'usage premier, notamment qu'on va avoir sur la connaissance de cet actif pour monter les marchés finalement de maintenance et d'entretien. Donc c'est vraiment bête, mais voilà, c'est un élément fort. Et du coup, pour un peu rebondir sur la perche qui m'était lancée sur la partie DOE, encore une fois, du coup, sur ces données, on voit typiquement les surfaces vitrées. Je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de données pour aller mesurer ces surfaces vitrées, mais pourtant, je vais vouloir que toutes ces surfaces vitrées soient renseignées. Donc, typiquement, on pense toujours aux filtres extérieurs, mais souvent, il y a des petits vitrages sur les portes intérieures, il y a des éléments vitrés qui peuvent être aussi des éléments de second jour. Typiquement, l'entreprise qui va vouloir faire quand on va vouloir monter le marché sur l'entretien de ces éléments, il va falloir cette donnée. Et donc l'idée qu'on a dans nos maquettes d'exploitation, c'est vraiment de cibler ces quelques informations indispensables et de dégrader volontairement les maquettes après le DOE pour passer en exploitation. Donc on a des maquettes d'exploitation qui ne sont pas les maquettes DOE, et c'est celles-là qu'on fera vraiment vivre. Et aussi, ne serait-ce que pour une question d'effort humain sur l'entretien de ces maquettes, d'avoir des maquettes qui sont à jour, clairement pas sur la totalité, parce que finalement, si le mobilier il a été déplacé, si l'éclairage et le type d'ampoule qui a été installé, c'est pas le même qu'à l'origine, finalement peut-être que c'est pas si important que ça pour l'exploitant, mais par contre sur d'autres éléments, il va insister pour que tel ou tel van, tel ou tel équipement soit bien actualisé dans sa base de données qui lui permettra de bien comprendre son actif. Alors je voyais, effectivement sur cette problématique de la juste donnée en fait. Alors j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi la juste donnée? Et puis en parallèle, on parle de socle de données, mais qu'en est-il de la structuration de la donnée, de l'interopérabilité, puisque vous trouvez, même s'il y a une juste donnée, il y a quand même cette problématique de comment est-ce qu'elle est structurée, comment est-ce qu'on l'interface avec l'ensemble des applicatifs que vous utilisez. Philippe, sur la juste donnée, ou François, et sur la structuration. Je sens qu'il y a des discussions.
c'était l'histoire de la surface vitrée, oui, mais c'est ça en fait, la surface vitrée, c'est typiquement l'exemple. L'exploitation maintenance, si vous la faites en interne, si vous la faites en externe par exemple, vous avez besoin de données plus spécifiques sur le matériel, sur quel type de matériel vous faites exploiter par une entreprise facility. Donc ces données-là se font au cas par cas. C'est pour ça qu'on parlait d'une maquette entre guillemets dégradée au niveau géométrique, mais pas dégradée au niveau de l'information. Elle est surtout mise au point par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. Donc bon, le surface vitrée, c'est bien sûr l'appareillage technique. L'appareillage technique, vous le faites en interne ou en externe. Et c'est ça en fait la juste donnée, c'est la donnée qui va être utilisée ou qui sera utile à la gestion, exploitation, maintenance. Pour le coup, désolé, pour le coup, effectivement, les paramètres rajoutés comme le CO2 ou alors le type de matériaux qu'on a besoin, ça c'est pareil, hein, c'est adapté à l'opération et c'est une exigence qui nous paraît, attention, hein, parce que l'enfer est bien sûr pavé de bonnes intentions, surtout de bonnes intentions. Il ne faut pas trop en demander non plus, il faut être raisonnable. Hein. En face de vous, vous avez des gens et aussi ça va prendre du temps. C'est une collaboration, c'est du temps à travailler aussi, même si c'est dans le cadre du marché. François qui effectivement a peut-être aussi un complément. Oui, sur ce côté raisonnable de la donnée, nous on demande dans nos cahiers des charges, on a créé une nomenclature des objets qu'on veut voir dans la maquette maintenance et qui est vraiment très édulcorée, puisque je pense qu'on doit enlever 95% des objets de la maquette. Il reste uniquement ceux qui nous servent au quotidien et ça doit être des données qui sont utiles, comme tu le disais, et qui sont modélisables. Alors, sur le côté modélisation 3D, nous, que ce soit un interrupteur, que ce soit une lampe ou une pompe, un carré, ça nous suffit en termes de load. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les informations qui sont à côté. Et là, pour le coup, on a vraiment une nomenclature où on demande typiquement l'information. L'entreprise qui va nous renseigner la maquette, elle n'a pas à chercher, elle le sait. On a aussi optimisé les entreprises, comme on disait, qui sont pas en management BIM. On peut aussi fournir un tableau Excel où elle nous redonne ces données des matériels qu'elle nous a montés. Et puis nous, après, on incrémente ces données-là en les déversant dans la maquette numérique, ce qui permet de faire entrer les personnes qui n'ont pas un management BIM dans un management BIM. Et puis en termes de données, je prends par exemple un réseau de chauffage, on va vouloir un objet qui nous donne les informations du robinet du radiateur, la pompe qui est en sous-station, éventuellement du radiateur si on change. Mais la vérité, est-ce que quelqu'un change ses tuyaux en termes d'exploitation maintenant? Jamais. On change soit le robinet, soit la pompe, le tuyau il reste 40 ans. Donc le tuyau, nous dans la maquette de maintenance, on ne veut pas le voir, ça ne sert strictement à rien. On a juste les objets que les agents de maintenance sont amenés à changer et ce qui fait que ça amène en termes de poids, de manipulation et de compréhension de la maquette pour nos exploitants d'une simplicité humaine entre guillemets, et je reviens sur le mot humain, qui permet que tout le monde s'y retrouve et tout le monde trouve son compte dans une démarche BIM et ne le fait pas, on l'impose, on me l'impose dans un marché public, c'est compliqué, je mets 3 heures à trouver l'objet, il y a 50 000 informations, c'est n'importe quoi. On essaie d'éviter ça par ce pragmatisme. Et la partie structuration, parce que ça veut dire structurer la donnée finalement très en amont pour la penser déjà sur la partie GEM en fait. Et il y a vraiment cette idée-là aussi. Oui, mais c'est peut-être la principale difficulté quand on se lance dans cette démarche BIM, c'est qu'il faut penser à la fin du process avant même d'avoir commencé. Et du coup, c'est là où il faut vraiment établir un dialogue avec les équipes de maintenance, les équipes d'exploitation, finalement. Et c'est là que nous, on a une force maîtrise d'ouvrage, c'est que finalement, c'est des collègues de bureau, ils sont juste à côté, donc il faut aller leur parler, il faut surtout aller leur parler au sein des collectivités pour savoir quels seront leurs besoins, quelles seront leurs attentes. Forcément, il y aura plusieurs itérations, on n'aura jamais tout bon du premier coup, mais aller fixer aussi ce niveau d'ambition en fonction de leurs attentes pour déjà répondre à ce qu'elles attendent et peut-être un tout petit peu plus, mais sans aller trop loin. Et donc il y a vraiment cet enjeu et après finalement d'aller démystifier tout le processus finalement de données, des IFC, etc. où certains ne comprennent pas forcément encore tous les tenants aboutissants et où là c'est vraiment un travail d'accompagnement pour expliquer où va se trouver la donnée, comment je l'attends et souvent c'est finalement assez simple mais il faut l'exprimer en mots finalement très concrets et très pragmatiques encore une fois en termes d'utilisation. Et sur cette notion d'interopérabilité, parce que tu en parlais Rémi, mais il y a effectivement cette notion de collaboration avec la partie BIM-GEM, mais il y a
Oui, je pense que c'est bien appréhendé. Après, il y a vraiment une itération, il y a une compréhension mutuelle à avoir, parce que c'est vraiment aussi des métiers différents. Suivant les ouvrages, on va avoir aussi des thématiques différentes. Donc, et là, pour le coup, je trouve que la démarche, d'une certaine manière, est très intéressante. C'est qu'elle permet de re-questionner les métiers. De quoi j'ai vraiment besoin pour faire mon métier, de quelle information je veux collecter finalement pour mon métier, pour être plus performant, plus efficace ou plus pertinent, on va dire, dans mon action. Et c'est là où, au final, on se met autour de la table et on discute justement dans ma maquette. Les prises, si je sais le nombre de prises par espace, dans certains cas, ça suffit. Si je sais où se positionnent les terminaux, pareil, ça suffit. Et après, il faut les surfaces d'entretien, des surfaces et des éléments de cloisonnement, etc. etc. Et du coup, c'est d'avoir ces questionnements pour ensuite recueillir la juste donnée au niveau de l'ensemble de la chaîne qui va contribuer à cet actif numérique. Donc, si je vous entends, il y a vraiment ce besoin de structurer la donnée en la pensant le plus tôt possible, avec cette juste donnée. Quand on avait échangé, vous parlez aussi de jalons et aussi du fait de se laisser un temps à l'erreur, de vraiment aussi un moment. Je pense que c'est important, cette notion de test and learn, finalement. Quelque chose comme ça. Oui, une fois de plus, je reprends ma dimension humaine, c'est de se laisser le temps, justement, parce que derrière le BIM, c'est toujours l'humain, c'est des postes, c'est parfois du turnover, un collègue qui part, un autre qui n'est pas retenu. Donc c'est aussi, cette juste donnée, elle est aussi à prendre en compte, mais il y a aussi dans la juste donnée, Rémi a insisté sur le juste, et moi j'insisterai sur la donnée. Parce que derrière l'interopérabilité, il y a une notion de donnée unique. C'est-à-dire que la donnée, elle est dans la maquette numérique et elle doit pouvoir être déversée dans différents récits. Et c'est là que le BIM ne devient qu'une brique d'un récit patrimonial compliqué, qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dense. C'est-à-dire que la donnée, au moment où elle est dans la maquette, elle doit pouvoir interagir avec d'autres récits. Sur des locaux, ça peut être avec le SIRH, de savoir combien on a de salariés, est-ce qu'on a trop de bureaux par rapport au nombre d'agents qu'on a. Ça peut être une donnée qui est dans l'asset management et on s'en sert pour le nettoyage du côté facility management. Et c'est que cette donnée, elle est utilisée par différents acteurs, différents services, avec une interopérabilité, mais c'est la donnée. Et qu'elle puisse être mise à jour, et si elle est mise à jour à un endroit, qu'elle puisse être mise à jour en même temps en temps réel dans l'ensemble des systèmes d'information, et pas que patrimoniaux, mais qui vont plus loin encore à l'intérieur d'un organisme. Alors on disait finalement de quoi vous auriez besoin, quelle serait la brique supplémentaire pour que ça puisse se généraliser plus facilement ou d'être soutenu. De quoi vous auriez besoin aujourd'hui? C'est simple, hein, on a besoin, entre guillemets, pas d'une contrainte, mais d'une obligation du Code des marchés publics d'appliquer une démarche BIM à partir d'un certain montant d'opérations. Certains pays, beaucoup de pays européens ont leur méthode, mais effectivement, il faut pousser un peu les acteurs, en tout cas les maîtres d'ouvrage, même s'il y en a beaucoup, hein, c'est pas ce que je pense, mais il faut quand même les pousser dans cette démarche, et donc le tissu va augmenter, donc effectivement, la compétence du tissu va augmenter. Donc je pense qu'il faut un minimum, un certain montant obligatoire à partir duquel la démarche BIM doit être mise en place. Obligation référentielle. Alors, moi je dirais, je reprendrai un peu ce que je disais au début, c'est vraiment l'enjeu, c'est cette visibilité. En fait, cette visibilité et lisibilité de la trajectoire. Aujourd'hui, en fait, on a lancé une machine, il y en a plein et on en fait partie qui sont emparés de ces sujets, qui trouvent des bénéfices, qui essaient d'avancer, mais d'une certaine manière, parce que on essaie d'emmener avec nous un écosystème local, mais parfois on est seul. Même si nous, je sais qu'il y a la région, le département travaille aussi sur cette thématique, mais voilà, il y a un manque de visibilité, on va dire, global. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça qu'on attend de l'État et de ce qui démarche à l'échelle nationale, c'est d'offrir de la visibilité
sur la démarche, de dire pourquoi il faut y aller, comment il faut y aller, et il faut y aller. Et le deuxième élément, c'est aussi des lisibilités finalement sur les référentiels, et de se dire ben, on fixe des règles du jeu d'une certaine manière, on fixe des cadres qui sont communs, qui sont partagés, alors plus ou moins détaillés, hein, on peut aller sur des cahiers des charges types, on peut aller sur des grilles types en termes de niveau d'information, mais à minima, il faut cette lisibilité, cette trajectoire qui permet d'emmener et de donner du sens aussi aux actions du quotidien. Parce que ça, on voit dans les pays européens, il y a des obligations BIM, pour OpenBIM même, mais avec une structure, alors soit des seuils, soit c'est des types de marchés, infrastructure ou bâtiment, et il y a aussi la problématique du morcellement ou pas de la maîtrise d'ouvrage. Par exemple, en Finlande, il y a un seul grand maître d'ouvrage, c'est beaucoup plus facile d'imposer. Mais il y a vraiment cette notion-là, et on sait que ça a été déterminant dans l'accompagnement et cette volonté, et finalement que ça puisse se disséminer sur toute la filière. Le plan BIM avait fait un moment Aurélie, justement, et c'est cette idée-là de pouvoir le reprendre. François, vous vouliez ajouter quelque chose? Il y a aussi, on est maître d'ouvrage public pour notre part, et c'est vrai que l'État a travaillé aussi sur le référentiel BIM de l'État. On a été dans des groupes de travail. Aujourd'hui, il doit y avoir, je dirais, la seconde vague après cette vague-là, c'est-à-dire que l'État s'empare et puisse nous faire ruisseler. Philippe et Rémi, d'ailleurs aussi, l'ont dit, qu'il y ait un cadrage qui nous permet aussi, par rapport à nos gouvernances, de pouvoir appuyer notre démarche BIM. On voit qu'il y a un microcosme. Tous les gens qui sont ici, nous sommes ici. Building Smart France en fait partie, c'est-à-dire qu'il y a de l'associatif, il y a des associations qui sont là, il y a une émulsion, ça a besoin de fédérer, mais on a besoin de se fédérer aussi sur un niveau réglementaire, législatif. Le référentiel était le premier pas, je sais qu'ils ont d'autres ambitions, et on est tous en attente aussi que ça puisse légiférer, et ou tout du moins donner une traçabilité, de dérouler un fil sur lequel nous on peut s'appuyer, appuyer ça par rapport à nos gouvernances, nos demandes de budget, nos demandes de politique d'emploi, nos stratégies ensemble, puisqu'on se connaît parce qu'on fait une BIM, on s'est tous connus, mais en vérité on pourrait avoir un autre fil qui nous tient, c'est simplement qu'on a des réglementations, comme un maître d'ouvrage public a des réglementations purement de maîtrise d'ouvrage, c'est qu'on ait la même réglementation sur le BIM, et qu'on puisse se positionner tous dans le même axe, et du coup le travail, comme un peu en Finlande sur un unique maître d'ouvrage, le travail sera beaucoup plus facilité. Merci beaucoup. Ça va être le mot de la fin. Je vous remercie. Alors, on voit qu'il y a cette notion aussi d'échange entre maîtres d'ouvrage. Au sein de Smart France, il y a des différents événements et différents groupes de travail. Et il va y avoir donc un événement le 22 mai à Montpellier, justement, sur une rencontre maîtrise d'ouvrage avec le matin dédié sur la partie maîtrise d'ouvrage, avec des maîtres d'ouvrage qui viennent discuter ensemble. Et l'après-midi, l'idée, c'est de se faire rencontrer l'ensemble des acteurs d'un projet. Donc regardez, et donc Philippe, Sarah et Isra, et puisque le conseil départemental de l'Hérault est co-organisateur. Et l'idée, c'est que vous puissiez effectivement continuer, qu'il y ait des rendez-vous toute l'année sur cette partie-là, et de suivre finalement Rémi, François et Philippe dans cette... et il y en aura aussi en septembre, effectivement, sur une autre partie, la nouvelle équipe. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On espère que cette conférence aura donné des clés. Il y a d'autres conférences encore cet après-midi avec d'autres maîtrises d'ouvrage, que ce soit sur d'autres collectivités, d'autres sujets. N'hésitez pas pour pouvoir continuer votre démarche.